Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Karine Ricard et un très grand merci d'avoir accepté cette invitation pour une entrevue dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces belles personnalités de notre belle communauté francophone de par leur talent et leur dévotion. Comment ça va, Karine, aujourd'hui? Ça va très bien. Merci, Nathalie. Merci de m'inviter à l'émission. Eh bien, écoute, c'est avec un très, très grand plaisir qu'on va pouvoir brosser ton portrait, retracer un petit peu ce chemin de vie. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Karine, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui te connaissent peut-être pas encore? Certainement. Alors, je m'appelle Karine Ricard et je suis comédienne de formation et présentement, je siège au sein du Théâtre français de Toronto en tant que directrice artistique et co-générale. Donc, voilà. Je suis toujours comédienne et metteur Toujours en scène. comédienne, mais on va Oui. revenir un peu plus en détail sur ton CV au final. Mais on va rester un petit peu dans cette période de la jeunesse au début. Est-ce que, Karine, tu peux nous expliquer d'où tu es née? Parce que je crois, il me semble, si mes recherches sont bonnes, que toi, tu n'es pas de Toronto. Ben non, je suis montréalaise. Alors, voilà, le secret est révélé. Oui, je suis née sur l'île de Montréal et puis je suis arrivée à Toronto il y a, je crois, ça fait quand même 16 ou 17 ans. J'arrive plus à me souvenir exactement. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on dirait que Oui, voilà. Donc, je pense que ça fait 16 ou 17 ans, mais je suis originaire de Montréal, de l'ouest de Montréal. Justement, toujours dans cette période un petit peu de l'enfance, de ton époque à Montréal, est-ce que tu te rappelles je dis toujours un, mais ça peut être plusieurs souvenirs d'enfance, des moments qui t'ont marqué quand tu étais plus petite et que tu étais sûrement encore à Montréal. Du coup, est-ce que tu as quelque chose qui te revient en tête et que tu voudrais partager avec les auditeurs de Choc FM 105.1? Ben, le premier souvenir qui me vient en tête de mon enfance, c'est mon grand-père était chauffeur de taxi et il avait aussi un magasin de fruits et légumes à l'époque. C'était quelqu'un de très, très social et j'étais sa première petite fille. Donc, il me traînait partout quand il y avait le temps, évidemment. Et puis, je me souviens qu'il y avait toujours un restaurant dans lequel il allait. Et mon grand-père connaissait tout le monde de la petite ville de Ville-Saint-Pierre et des alentours. Saint-Henri, la Chine, la salle. Et il me présentait comme ça à tout le monde. Et j'étais un petit peu comme son accompagnatrice de théâtre, si vous voulez, parce qu'il essayait toujours de me mettre en représentation. Il me demandait de chanter une chanson. Il me demandait finalement d'animer la foule et la salle des gens qui étaient là, qui étaient au restaurant ou qui étaient dans le lieu qu'on visitait avec lui. Donc, je pense que je suis devenue comédienne par la force des choses. Mon entraînement s'est fait très tôt. Je pense que j'avais 4-5 ans quand mon grand-père faisait ça, faisait la tournée avec moi des restaurants pour me présenter comme ça à ses amis. Et justement, est-ce que tu penses que ta vocation pour être comédienne, elle est vraiment née à ce moment-là? Est-ce que toi, tu étais timide ou alors tu dis « Ah, mais c'est génial, on va encore faire la tournée de tous les restaurants, c'est mon moment, moi je vais pouvoir faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire un petit peu le spectacle. » Bien, à ce moment-là, en fait, j'en étais pas très consciente. Fait que je pense qu'il n'y avait pas de timidité, clairement, parce que je le faisais. Et je le faisais volontiers, apparemment. Et c'est drôle parce que je pense que la timidité, pour moi, c'est venu plus après quand je suis arrivée à l'école et que là, on est plus conscient de qui on est, de qui on est par rapport aux autres aussi. Et c'est revenu plus tard, c'est revenu peut-être vers le secondaire, mon désir de vouloir faire du théâtre, de vouloir jouer, de vouloir m'exprimer de cette façon-là. Mais il y a une portion du primaire où est-ce que j'étais en effet timide. Donc, j'étais vraiment extravertie dans la petite enfance, introvertie dans l'âge scolaire, puis après, c'est revenu, c'est remonté à la surface, ce désir de vouloir raconter une histoire.
Et justement, est-ce que ce désir de vouloir raconter une histoire, ça t'est venu assez jeune? Est-ce que plus jeune déjà, tu te projetais à te dire, moi j'aime bien faire l'actrice, j'aime bien endosser des rôles, j'aime bien jouer quelqu'un d'autre? Ou alors tu te rêvais peut-être à autre chose, un métier un peu plus entre guillemets classique, dans un bureau ou hôtesse de l'air ou peu importe. Mais Oh est-ce que non! ton rêve, c'était déjà ça? Non, il y avait absolument pas. Je veux dire, comme toutes les petites filles, je pense qu'on a toutes joué à l'enseignante, hein. On aimait ça, la craie, les tableaux. Ça, c'était le fun. Mais en dehors de ça, j'étais pas mal certaine que je voulais être comédienne à partir d'un assez jeune âge. Comme je disais, peut-être à partir du secondaire où j'ai compris c'était quoi le théâtre, c'était quoi jouer. Ce que je faisais déjà devant mon miroir et mes spectateurs imaginaires dans mon univers à moi. Mais quand j'ai compris que c'était un métier, je dirais que j'avais peut-être 12 ou 13 ans. Et aussi, j'ai compris que c'était un métier qui se faisait non seulement au théâtre, dans les arts vivants, mais au cinéma et à la télé. Alors là, c'était assez clair et assez tôt que ça allait être ça que j'allais faire. Donc, Et c'était quoi justement, Karine, le déclic pour te rendre à ton premier cours de théâtre? Parce que comme beaucoup de petites filles, je pense qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, bon, ça j'aime bien. Maintenant, je vais prendre des cours un petit peu parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir ce que je veux faire. Je sais que je vais être actrice. Du coup, c'était quoi ce déclic pour te dire, allez, c'est le bon moment. Moi, je veux faire des cours de théâtre. Ça a pris du temps pour moi de comprendre c'était quoi et de connaître l'existence des écoles de théâtre, malgré le fait que j'habitais sur l'île de Montréal. Je pense que c'est quelque chose qui est assez, euh, comment dire, qui est assez élite d'une certaine façon, les écoles de théâtre. Autrement dit, si tu as des parents qui sont dans le milieu des arts, qui sont connectés au milieu des arts, ils vont être au courant qu'il existe des écoles de théâtre. Mais quand tu as une famille qui n'est absolument pas dans ce domaine-là, moi j'ai une famille de col bleu, je veux dire, c'est pas ma mère qui me dit, hey, il existe des écoles pour étudier le théâtre. Donc, non, ça a été plutôt au cégep, où est-ce que je faisais partie d'une troupe de théâtre qui était déjà existante, et j'étais dans un programme d'art et lettres. Donc, c'est là que j'ai appris pour la première fois par d'autres étudiants qui avaient des écoles de théâtre et qu'on pouvait auditionner et qu'il y avait des écoles finalement qui formaient les comédiens, les metteurs en scène et les artistes. Mais c'était pas, ça a pris du temps avant que je sois au courant que ça existait. Justement, une fois que tu es au courant, que tu t'inscris à cette école et que tu commences les cours de théâtre, est-ce que tu te rappelles de ces premiers cours, la sensation que tu as eue de dire, ah, ça y est, je fais partie d'une troupe de théâtre, je suis dans une école spécialisée, je vais pouvoir, entre guillemets, commencer à pouvoir toucher à mon rêve? Ben oui, quand j'ai eu ma réponse que j'étais acceptée dans une école de théâtre, c'était comme, wow, une des plus belles choses qui m'était jamais arrivée. De un, ça te donne une confirmation que c'est pas juste dans ta tête et que tu as peut-être du talent ou c'est peut-être la bonne voie pour toi. C'est une confirmation pour soi-même. Puis après, c'était la réalisation de ah, je vais faire ça toute la journée. Ça existe vraiment une école où est-ce que tu passes la journée à être un artiste et à faire et à créer. Ça, c'était la réalisation de ça était fantastique. Puis maintenant, quand je suis arrivée et que j'ai réalisé que c'était vraiment ça qu'on faisait, qu'on avait des cours de voix, qu'on avait des cours de littérature, qu'on avait des cours de jeu, bien entendu, d'improvisation, qu'on avait des cours de diction et de mise en scène, que tout tournait autour de ça, ben j'étais au paradis, disons. Est-ce que tu te rappelles un des premiers rôles que tu as endossé grâce à cette école? Oui, j'ai fait les Muses orphelines. Je ne me souviens pas du nom exact du personnage, mais c'était un texte un personnage qui était très proche qui ressemblait à des personnages que j'avais côtoyés dans ma famille et autour de ma famille. Donc, c'était vraiment le fun de faire ce personnage-là parce que j'avais l'impression d'avoir j'avais l'impression d'avoir toute l'inspiration et de simplement avoir à imiter un peu ce que j'avais vu dans des comportements de membres de ma famille ou de l'entourage de ma famille. Je n'ai pas le nom en ce moment du personnage, mais c'est un des personnages principaux dans les Muses orphelines.
Et est-ce que c'est un truc justement que tu as gardé tout au long de ta carrière de t'inspirer un petit peu de toutes les mimiques, les petites gestuelles, les façons de parler, parce qu'on a tous des petits tocs de langage, on s'en rend compte que quand on se fait filmer, on se dit mais Ouais. non, je parle pas du tout comme ça, puis après on te filme et on t'entend dire plein de mots en répétition parce que c'est tes trucs. Justement, est-ce que toi c'était ta façon d'appréhender un rôle, de justement analyser le personnage et dire oh mais cette personne elle me fait penser à machin ou à truc que je connais et je vais justement m'en inspirer pour sortir l'essence de ce truc-là pour faire ce personnage. Absolument. Puis même encore aujourd'hui, j'ai un plaisir fou à observer les gens dans le métro, à observer les types de personnalités, à m'imaginer qui ils sont. J'ai encore un plus grand plaisir à entendre les gens, entendre leur, leur façon d'être, leur façon de s'exprimer. Puis j'ai aussi un plaisir fou à voir et à comprendre les différentes classes sociales aussi et les différentes facettes qui façonnent justement une personnalité, dépendamment de si tu es né dans une petite ville ou dans une grande ville, dépendamment de si tu as eu plein de frères et sœurs ou si tu es un enfant unique. J'ai encore du plaisir à analyser ces choses-là, à observer le comportement humain. Je pense que tout acteur est un peu psychologue ou un peu... Comme un miroir aussi un peu de la société. oui, on étudie l'être humain. En fait, c'est ça la job d'un acteur, c'est qu'on étudie l'être humain, le comportement humain dans toute sa beauté et sa complexité. Mais justement, donc toi, tu as étudié le théâtre à Montréal. Là, si on se rend compte, c'est parce que tu fais partie de la communauté francophone de Toronto. Quel a été le déclic pour toi justement pour quitter Montréal et arriver dans un endroit complètement anglophone? Parce que je pense que tes cours de théâtre à Montréal étaient 100% francophones. Oh oui, 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 tout à fait. Mais quand même, je suis née, j'ai habité à Montréal, j'étais vraiment comme dans l'Ouest, comme je vous explique. Donc, il y a beaucoup d'anglophones dans l'Ouest. Fait que l'anglais était quand même présent à l'époque où j'étais là. On écoutait quand même la télé en anglais. Ma grand-mère était bilingue. Fait que pour moi, l'anglais a toujours été comme présent. Je pensais que j'étais bilingue en arrivant à Toronto, bien entendu. C'est certain que quand tu commences à vivre en anglais, tu te rends compte que c'est une autre chose. Il y a une autre étape C'est du ça, mais on est tous bilinguisme. passés par cette étape de Oui, super confiant. Mais oui, ça va aller, je regarde oui, Netflix sans les oui, sous-titres. Ouais, oui, c'est ça. oui, voilà, c'est ça. Donc, évidemment, il y a eu ça, mais j'ai repris des ateliers ici en anglais pour pouvoir être capable de transférer ce que je savais faire en français dans une autre langue, parce qu'évidemment, l'intérêt était de jouer dans les deux langues. Et c'est ce que me permettait de faire Toronto. Aussi, il y avait une diversité de cultures énorme à Toronto qui m'a attirée dès le départ, qui faisait qu'on était libre d'être différent sans nécessairement avoir la marque ah, voilà quelqu'un qui est de la culture arabe, voilà quelqu'un qui est haïtien. Tu sais, il y avait cette liberté d'être un petit peu plus homogène et de ne pas être étiqueté autant. Donc, il y avait ça aussi qui m'a attiré vers Toronto au départ. Et justement, comment se passe ton adaptation à Toronto, milieu anglophone? Est-ce que tu avais déjà des contacts dans le milieu du théâtre, de la comédie sur place, ou alors c'était un peu le grand saut dans l'inconnu et tu t'es dit, bon, quoi qu'il arrive, j'ai une formation solide, j'ai l'envie, j'ai la passion, avec ça on peut aller très très loin, donc allons-y. Non, en fait, j'avais sous-loué mon appart à Montréal pour un an parce que dans ma tête, je m'en venais juste expérimenter pour un an, puis j'allais revenir. C'était vraiment, tu sais, l'idée, c'était vraiment de vivre une expérience pendant un an, de voir c'était quoi. Donc, j'avais totalement l'intention de retourner à Montréal. Et finalement, ben, 16, 17 ans plus tard, je suis ici. Je me suis vraiment bâti une vie, une carrière. Alors, ça c'est une surprise. Mais alors attends, du coup, j'espère que ton appartement, il est plus toujours en sous-location. Tu t'as fait quelque chose après pour Non, non, ça? j'ai fait quelque chose après. Oui, oui. D'ailleurs, mais à cette époque-là, tu sais, on fait des choses, on est jeunes, puis on sait pas trop. J'avais sous-loué mon appart sans le dire à mes propriétaires. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée! Je le suggère à tous les jeunes. Non, c'est pas vrai, ne faites pas ça. Qui, un an plus tard, avait découvert que mon appartement était sous-loué et que c'était pas moi qui habitais. Je veux dire, bon, ils ont été gentils, ils m'ont pardonné, mais sur le coup, c'était comme, ben non, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? On aurait. Donc, c'est pas. Puis aujourd'hui, je pense que
Non, ça se fait pas, là. Il y a tellement, il y a des lois qui, qui nous empêchent de faire ça. Et est-ce que du coup, tu te rappelles quels a été tes premiers rôles quand tu es arrivé à Toronto? Comment ton petit bout de chemin, il s'est fait de ton arrivée à tes premiers rôles, à ton premier vrai emploi ici à Toronto en tant qu'actrice? Ah oui, mon premier verre, ben évidemment, j'ai fait beaucoup de publicité quand j'étais arrivée parce qu'il y avait beaucoup de publicité et de voix radio et de télé qui se tournaient En ici. anglais, du coup? Anglais, français, dans les deux langues. Dans les deux langues. Mais ma première job, la première job dont j'étais vraiment fière comme comédienne, c'est un rôle dans la série The Kink in My Hair. Donc, après la production qui a été faite à Soul Pepper dernièrement, qui est la production théâtrale, de ça, cette production-là qui a été faite pour la première fois au théâtre il y a 20 ans, a découlé une télésérie, une mini-série, et j'ai eu un rôle là-dedans. Et c'était très cool. Donc, j'ai eu un rôle en anglais avant d'avoir un rôle en français quand je suis arrivée ici. Et alors, comment ça a été ce premier rôle? Quel souvenir tu gardes de cette première expérience anglophone ici à Toronto? Ben, j'étais très nerveuse parce que, de un, j'allais jouer dans une langue qui n'était pas ma langue originale. Et ça te met un défi, ça t'impose un défi de plus que ta zone de confort. Ensuite, bon, j'avais tourné pour la télé, mais pas tant que ça. Donc, c'est aussi une expérience récente, disons, de jouer devant la caméra. Fait que, ben, c'était terrifiant et excitant en même temps, mais ça s'est bien passé, puis j'étais contente du résultat. Et avec le recul, est-ce que tu te sens plus à l'aise d'être en direct sur les planches, de faire du théâtre, ou est-ce que tu te sens plus à l'aise d'avoir une caméra, de savoir qu'il y a un montage, que ce soit pour la télé ou pour le cinéma, il y a toujours un montage. On ne fait pas filmer, hop, on met en live. Mais le théâtre, c'est ça. Le théâtre, si tu ne connais pas ton texte, si tu butes, si tu n'es pas dans une bonne journée, malheureusement, tu es sur la scène, les gens sont là, ils ont payé leur ticket, ils veulent voir du spectacle. Du coup, je me demandais, comment toi, tu te sentais par rapport à ça et est-ce que tu avais une préférence pour l'un ou pour l'autre? Ben, en fait, c'est vraiment deux choses différentes, c'est deux mondes. Puis plus tu travailles dans un métier, plus tu te rends compte que c'est deux métiers. Il y a le métier d'acteur, mais il y a des acteurs qui ne font que du cinéma et de la télé, qui veulent pas jouer au théâtre et qui peuvent pas non plus. Puis le contraire est aussi vrai. Il y a des acteurs de théâtre qui jouent pas pour la télé. Puis c'est parce que c'est vraiment deux médiums, mais complètement différents. Donc, tu as appris un, puis après, quand tu transfères dans l'autre, il faut que tu désapprennes ce que tu as appris d'un pour réapprendre. Tu sais, si je donne un exemple concret, après avoir été formé puis avoir passé du temps à faire du théâtre, on te parle de projection tout le long parce que tu es ici, tu es loin de ton public et ta voix et ce que tu fais, tes émotions doivent se rendre jusqu'au dernier rang. Et des fois, c'est dans des petites salles, mais des fois, c'est dans des grandes salles. Donc, on t'apprend à projeter au niveau de la voix, mais aussi à projeter tes émotions beaucoup plus vers l'extérieur. Tandis qu'au cinéma, comme la caméra est directement ici, des fois à quelques pouces de ton visage, si tu te mets à jouer comme ça, tu as l'air d'un clown épouvantable. C'est ridicule. Donc, il faut que tu rapetisses tout et tout devient dans l'œil, tout devient dans le regard beaucoup au cinéma. Je réalise aussi. Je suis réalisatrice. Donc je suis aussi des fois de l'autre côté et on va chercher dans l'œil de l'acteur l'émotion plutôt que d'avoir à la livrer au théâtre pour qu'elle se rende jusqu'au fond de la salle. Fait que c'est deux métiers, en fait. C'est comme, il faut que tu apprennes les deux si tu as envie de faire les deux. Maintenant, ma préférence à moi, je dirais que je me sens plus en contrôle au théâtre parce que c'est moi qui fais le montage au théâtre. Oui, c'est vrai, il y a une possibilité qu'on oublie notre texte, mais en même temps, c'est toi qui es en contrôle de savoir où est-ce que tu vas, quel take ça va être aujourd'hui, quelle prise ça va être aujourd'hui, dans quel état tu es, puis ça va être quoi que tu vas livrer, ça va être ça, puis c'est un échange avec le public qui est là live. Fait que tu n'es pas tout seul, tu es vraiment en train de parler. C'est une conversation avec le public. Tandis que le cinéma, c'est très froid, dans le sens que Et tu puis fais même si quelque tu chose. dis une blague, tu n'as pas tout de suite la réaction, alors qu'au théâtre, tu dis quelque chose de drôle, le public réagit et limite, toi, Oui. dans ton acting, tu sais que tu dois marquer des pauses parce qu'à un moment donné, ça va rire ou ça va réagir. Au cinéma, au final, comme tu disais, tu es juste avec une caméra qui est à ça de ton visage.
Puis le rire du public ou le silence profond que tu sens et que tu peux presque palper, c'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie qu'on reçoit les acteurs qui nous nourrit. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une conversation au théâtre. C'est que tu te nourris de l'écoute du public, de la concentration, du fait que tu les entends rire ou murmurer, ou que tu les entends, certains publics vont être plus vocaux, vont réagir. Donc, tu as quelque chose sur lequel te nourrir. Le cinéma, c'est très froid. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire, de si c'est bon ou mauvais. Tu n'as que le réalisateur, s'il porte attention à ce que tu joues, parce que souvent, le réalisateur est préoccupé par des détails techniques d'angle de caméra, d'éclairage, de micro et de son histoire au complet. Donc, il y a des fois où tu n'as même pas un commentaire du réalisateur qui va dire c'est très bon, Karine, ou ça, des fois, ça va être juste OK, moving on. Ça veut dire que le réalisateur a ce qu'il a, il a ce qu'il a besoin. Fait que toi, l'acteur, tu es comme bon, ben, j'imagine que ça doit être correct. Mais justement, toi, avec ton œil, parce que tu l'as mentionné justement que tu étais aussi réalisatrice, du coup, je me demandais, est-ce que l'exercice, il n'est pas différent pour toi en tant que réalisatrice parce que tu as l'œil et la vision de l'actrice, en fait. Tu vois, quand tu dis, par exemple, bon, je suis sur un tournage, on me dit, bon, coupé, c'est bon, next scène, et que tu dis, c'était bon, est-ce que j'étais bien, est-ce que c'était vraiment ce qu'il voulait, parce que toi, tu as à cœur de jouer ton rôle de la meilleure manière possible. Si on ne t'aiguille pas exactement comme tu le veux, bah, c'est toujours un peu difficile. Du coup, je me demandais quand c'est l'inverse, quand c'est toi qui es derrière la caméra et que tu guides tes acteurs, est-ce que justement tu gardes en tête ce truc de attends, je vais plus les guider parce que moi, en tant qu'actrice, si j'avais été sur ce set, j'aurais eu besoin d'avoir telle ou telle direction? Absolument. Je pense qu'il y a différents types de réalisateurs, réalisatrices. Puis étant une comédienne d'abord et avant tout, premièrement, je répète avec mes comédiens avant. C'est important pour moi. Avant même d'être sur le plateau de tournage, c'est important pour moi qu'on soit passé au travers les scènes, qu'on puisse savoir jaser, discuter, analyser, que les acteurs se sentent en confiance avec les choix qu'ils ont faits. Puis qu'ensuite, quand on arrive sur le plateau de tournage, bien en fait, tout ça a déjà été réglé, tout ça a déjà été discuté. L'énergie est déjà présente, en fait. L'énergie est déjà présente. Fait que tu arrives avec tes comédiens sur scène, puis ils savent que si tu les regardes après une tape et que tu fais « c'est beau, super », ils savent que ça veut dire que tu leur as donné ce qu'on avait discuté en répétition, puis que voilà. Fait que sinon, si ça ne marche pas, évidemment, on retourne dans des discussions puis on jase un peu, mais c'est certain que je prends plus conscience des acteurs sur mon plateau, étant moi-même formée comme comédienne. Je comprends tellement. Alors, on va aussi parler du théâtre français. Le théâtre français de Toronto. Alors, pour les auditeurs de Choc FM qui n'y sont jamais allés, allez-y, rendez-vous dans cet endroit. Déjà, c'est super. Il y a toujours des sous-titres. Ça pense à tout le monde. On peut y aller avec des gens qui ne sont pas francophones, des francophiles, ou alors des gens complètement anglophones, parce que quoi qu'il arrive, c'est pris en compte, ce truc-là, que c'est joué en français, mais qu'il y a toujours une assistance pour faire en sorte que la pièce soit comprise par tout le monde. À quel moment ça se fait, cette rencontre avec le théâtre français de Toronto? Parce qu'avant d'être la directrice de ce théâtre, il y avait déjà une certaine relation entre toi et ce théâtre, justement. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire autour de ça? Ben, j'ai joué au théâtre français, j'ai interprété plusieurs rôles. Donc, c'est certain que le théâtre français pour la communauté francophone et surtout pour la communauté artistique francophone, ça devient comme une famille, ça devient un endroit qui rallie un peu les acteurs et les artistes aussi de tous les domaines de l'arrière de la scène aussi. Donc c'est bien, c'est fantastique de pouvoir aujourd'hui être à la tête artistique et de diriger artistiquement cette belle équipe qui est un peu une famille pour la communauté artistique, mais aussi pour la communauté francophone. Je me serais jamais imaginé faire ce travail-là. Si tu m'avais dit quand j'arrivais, un jour tu seras directrice artistique d'un théâtre, j'aurais fait ah ouais, je sais même pas ce que ça mange en hiver. Qu'est-ce que ça fait? Tu sais, mais maintenant, c'est très clair et pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur d'être là. C'est un honneur qu'on me fasse confiance pour être et pour faire ce métier-là et pour être à la tête de ce bateau-là, si vous voulez, et
voilà, qu'on fasse confiance au fait que je vais respecter ce qui existait déjà au Théâtre français, mais aussi amener mes idées, amener des idées nouvelles et soutenir les artistes qui gravitent autour du Théâtre français pour qu'ils puissent continuer de travailler ici Ça a dans été les quoi années ta à venir. réaction, justement? Parce qu'il me semble, si j'ai bien fait mes petites recherches, que tu es à la tête de ce beau théâtre français de Toronto depuis le 1er juillet 2021, donc ça fait un petit bout maintenant déjà. Et je me demandais quelle a été ta réaction quand tu as annoncé que c'était toi qui voulais pour ce poste. J'ai dû passer les entrevues. J'ai passé les entrevues comme d'autres. Et quand j'ai eu le poste, j'ai été folle de joie, mais en même temps, c'est venu instantanément, c'est venu en même temps avec un vertige énorme de faire comme, oh, OK, c'est très cool, mais maintenant, Faut faut le assurer. faire, faut assurer. Voilà, donc oui, donc c'était ça la réaction, j'avais l'impression d'être dans les montagnes russes, mais j'aime les montagnes russes. Alors, ça allait. C'était un défi que je trouvais comme qui était raisonnable et qui me convenait tout à fait. Et puis, voilà. L'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que quand j'ai eu la nouvelle, on était encore en pleine pandémie. Et Joël, mon prédécesseur, a quand même continué et resté avec moi pendant 6 mois à temps partiel pour me former, pour qu'on puisse comme... Oui, main dans la main, mettre ce Voilà, truc en marche petit à c'est petit. ça, exactement. Ainsi que le directeur administratif et co-général, Ghislain Caron, qui était là depuis déjà 25 ans, avec qui j'ai pu être formée puis comprendre vraiment les rouages du théâtre français. Et voilà, donc j'étais bien entourée, disons. Et est-ce que justement le défi n'était pas un peu stressant dans la mesure où tu voulais quand même garder cette casquette d'actrice, cette casquette de réalisatrice? Tu n'as qu'une tête, quand bien même magnifique, il n'y en a qu'une, et mettre plusieurs chapeaux sur une seule et même tête, c'est toujours un peu difficile. Donc justement, je me demandais comment tu t'es dit, OK, bon, maintenant, cette corde à mon arc, je l'ai ajoutée, je suis la directrice du théâtre français, mais je ne veux pas lâcher l'acting, je ne veux pas lâcher la réalisation parce que c'est ce que je suis. Comment tu as réussi à jongler avec toutes ces balles en même temps? J'essaie encore de jongler avec ça. Je suis encore là-dedans. Je n'ai pas encore trouvé l'équilibre parfait. Par contre, c'était important pour moi quand on a regardé l'entente, c'est que ça devait faire partie de mon travail, que je puisse faire une mise en scène ou que je puisse continuer à jouer. Au travers, le travail de directrice artistique, ça comprend de faire des mises en scène. Mais aussi, c'est important pour moi que je puisse avoir la flexibilité de pouvoir accepter autre chose à l'extérieur. Donc, continuer à jouer. Comme par exemple, j'ai fait Paris, la série télé, pardon. Et puis, je voulais continuer à être une comédienne, mais aussi une réalisatrice et une metteur en scène, qui sont les choses que je faisais avant d'être directrice artistique. Maintenant, je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi de faire une balance. Il y a des choses que je trouve des fois qui sont délaissées. Oui, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin, comme dit l'expression, malheureusement. Même si tu as à cœur de tout vouloir bien faire, il y a forcément quelque chose où tu vas être un peu moins à 100% parce que tu ne peux pas être à 100% partout. Voilà. Fait que j'accepte en ce moment de faire ce que je peux à la fois, puis de relever un défi à la fois, ou deux, mais pas plus, en général. Donc, en ce moment, par exemple, je travaille sur mon prochain spectacle comme comédienne qui va être présenté au TFT, qui s'appelle Crawl Space, une vraie histoire d'horreur immobilière, qui va être présentée ici du 19 avril au 25 avril prochain. Et c'est un spectacle dans lequel je vais jouer. Et sans être un one-woman show, parce qu'on est 2 comédiennes, j'ai énormément de textes et je suis présente sur la scène tout le long. Donc, déjà, ça, c'est gros, en plus que de continuer à faire tout ce qu'être directrice artistique comprend. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, je suis concentrée là-dessus et je ne peux pas faire de la mise en scène en plus puis de la réalisation. Fait que, tu sais, j'y vais à projet par projet. Je me dis, là, en ce moment, c'est ça. En ce moment, je joue et
je continue à faire ma job au Théâtre Français, puis à l'automne, ben, ça sera autre chose. Mais justement, avant qu'on se quitte, Karine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'actualité du théâtre français? Qu'est-ce qui va s'y passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Où est-ce que les gens ils peuvent acheter leurs billets? Bref, toutes ces petites informations pratiques que les gens ne connaissent pas forcément s'ils ne se rendent pas expressément sur le site du Théâtre français de Toronto. Alors, ils peuvent aller sur le site du Théâtre français à www.théâtrefrançais.com et aller acheter leurs billets en vente, ou ils peuvent simplement téléphoner au Théâtre français à la billetterie pour pouvoir avoir des billets. Ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est qu'on a des Pay What You Want. Fait que donc, on a 24 heures à l'avance. Si vous allez en ligne, vous pouvez acheter un billet à un prix vraiment modique. Donc, pour une somme vraiment modique. Donc, ça, je pense que c'est la tendance aussi pour plusieurs théâtres. Ça permet. C'est aussi un moyen pour les gens, après la pandémie, en ces périodes d'inflation, de ne pas couper la culture aussi peut-être et de continuer d'aller au théâtre, de voir des vrais spectacles en vrai et pas juste de s'affaler sur son canapé et changer la chaîne, quoi. Voilà, exactement. Ça permet pour 10 $ de pouvoir voir un spectacle, de pouvoir vivre une expérience parce que c'est ça la différence avec les arts vivants et Netflix. Je ne vais pas dire Netflix, en tout cas, c'est ce que je veux dire. N'importe quelle plateforme de streaming. N'importe quelle plateforme de streaming. C'est qu'on vit une expérience quand on vit au théâtre. Premièrement, on échange avec les gens avant et après et c'est une sortie. On a besoin de ça. On est humain. On s'en est rendu compte pendant la pandémie que c'était important d'échanger. Donc voilà. Et les 2 prochaines expériences qu'on propose au Théâtre français sont encore plus interactives pour le public. Le concierge qui va être présenté à partir du 7 mars prochain jusqu'au 25 mars, je crois. Le concierge est une pièce in situ, c'est-à-dire qu'on suit ce personnage-là dans une école pendant qu'il travaille. Donc, le public, petite jauge, seulement 15 personnes à la fois se promènent avec le concierge, doit même peut-être s'habiller différemment. Tout est fourni direct sur place. Et si vous allez sur le site, vous allez comprendre comment ça fonctionne, le spectacle du concierge. Donc, je vous invite à aller voir ça. Puis après Crawl Space, le spectacle dans lequel je vais jouer, c'est un spectacle cabaret et on brise le 4e mur. Donc, les gens sont vraiment, je vous dirais pas qu'ils sont invités sur scène, mais je dirais que moi, je sors de scène et je brise ce 4e mur-là pour aller rencontrer les gens dans la salle. Donc, c'est 2 spectacles qui sont vraiment interactifs. Et ça, ben, ça fait quelque chose de différent à faire que d'être devant un écran plat. Justement, c'est quelque chose que tu voulais amener, ce truc de connexion, justement, après avoir passé toute cette période de pandémie où les gens étaient complètement déconnectés les uns des autres, justement mettre en place ces spectacles où le public intervient, quand bien même à plus ou moins grande échelle, mais je veux dire que le public ait sa part et soit limite à l'affiche, au casting aussi, puisque les gens participent légèrement. Est-ce que ça faisait partie justement de ton envie, toi, en tant que directrice artistique? Ben, écoute, je suis les tendances, tu sais, et je pense qu'il y a ce besoin-là de plus en plus. Oui, on va toujours apprécier un théâtre qui est classique. Puis quand je dis classique, je ne parle pas de l'époque classique, mais bien, tu sais, avec une scène à l'italienne. Et on va continuer d'en présenter au Théâtre français. D'ailleurs, on aura Vache de Musical qui va être présenté aussi au mois de mai. Mais je pense aussi qu'on a envie de mélanger les expériences et qu'une expérience qui est complètement interactive, c'est différent, on se sent impliqué comme spectateur, on se sent peut-être appelé ou on sent qu'on est allé faire une activité théâtrale plutôt que d'être allé voir un spectacle où est-ce qu'on est juste spectateur. Donc oui, je regarde autour, je vois aussi qu'on n'est pas les seuls à le faire et que ça va être de plus en plus présent. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Karine, pour toutes ces précisions sur les nouveautés et tout ce qui attend les spectateurs du Théâtre français de Toronto. Je rappelle que toutes les informations peuvent être retrouvées sur le site internet du Théâtre français de Toronto. Et comme Karine l'a expliqué aussi, vous pouvez juste décrocher votre téléphone et parler à quelqu'un de la billetterie qui sera ravi de vous renseigner sur tous les prochains spectacles et sur ce truc de payer ce que vous voulez aussi. Je trouve que c'est une superbe initiative parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont envie, mais qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires financièrement pour pouvoir se rendre au spectacle.
Donc, je trouve que c'est une super initiative. En tout cas, merci beaucoup, Karine Ricard, de t'être prêtée au jeu de ce portrait de nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Encore un grand merci, Karine, et à très bientôt. Merci, Nathalie. Au revoir. Au revoir.